Direction la communauté de communes de Gérardmer-Haute-Vosges, découvrir un village de quelques 1500 habitants, construit à flanc de coteau et situé dans la vallée des lacs, non loin de la perle des Vosges. Focus sur le Tauly cette semaine avec cette immersion dans les jardins de Nicolas Bérard qui a créé chapeau de paille et bottes de pluie. En fin d'émission, c'est une étape incontournable, celle de la charcuterie Pierrat, une institution familiale depuis plus de 130 ans. Pour nous en parler, Stéphanie Pierrat, 4e génération de la famille à gérer l'entreprise. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Alexis Bachelard, vous êtes le nouveau maire de cette commune du Tauly. Vous étiez adjoint lors du précédent mandat, aujourd'hui maire. Pourquoi comment ça s'est fait finalement cette continuité? Tout simplement pour assurer la continuité justement d'Anicet Jacquemin qui a désiré arrêter son mandat. On avait une volonté forte de poursuivre ce qu'on avait commencé. Donc beaucoup de travaux de transition énergétique, de transformation du centre-bourg aussi. Là on est sur une place qui a été inaugurée l'année dernière, une magnifique place avec une vue, on pourra le constater, qui est assez sympathique. Et les travaux qu'on va poursuivre, c'est par rapport à la transition énergétique. Donc la migration des chaudières gaz, principalement ou électriques, vers de la plaquette bois, du granulé bois. Et puis le remplacement des lampes d'éclairage public vers du LED, par exemple. Le Tauly aujourd'hui, c'est près de 1500 habitants, un petit peu moins. Quels sont les atouts de cette commune? Alors hormis cette vue et puis le cadre qui est plutôt très agréable. Effectivement, c'est le cadre, avant tout, c'est le cadre qui attire beaucoup de tourisme. Le cadre verdoyant, les montagnes, et puis la proximité aussi de points forts, les cascades de Tendon, le lac de Charny, etc. Mais c'est avant tout un tissu associatif très dense. On a, comme je vous le disais, plus de 40 associations dans le village qui font vivre le village avec des manifestations quasiment permanentes sur toute l'année. Et puis on a aussi un artisanat d'art également. Une entreprise, un million d'entreprises qui est très développée aussi. Qui est très dense aussi, ouais. On pense notamment à Charcuterie Pierrat qu'on a vu tout à l'heure. Fromagerie Montgrain-Gérard aussi pour les grosses. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi à côté de ça des métiers un peu plus insolites. On a un réparateur d'instruments de musique, on a deux couteliers qui viennent de s'installer. C'est pas possible de faire la liste bien sûr, mais voilà, on comprend que le tissu économique associatif est très important ici, très développé. C'est ce qui fait que ça attire peut-être aussi. Il y a une école, 2 écoles même encore. C'est ça, on a encore plus de 130 élèves dans nos écoles. On désire encore accueillir des jeunes couples. Et on peut encore s'installer. On peut encore s'installer. On a effectivement des appartements à l'année libres. On a des parcelles constructibles sur la commune. Des habitants sur des résidences principales, parce qu'il y a aussi beaucoup de résidences secondaires au Tauly. C'est bien d'en parler parce qu'on a beaucoup de résidences secondaires. On a de plus en plus aussi de gîtes ou de location saisonnière qui entravent un petit peu l'installation des jeunes via la montée des prix de l'immobilier. Mais on a la volonté en tout cas d'essayer d'endiguer ce phénomène. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous au Tauly aujourd'hui? Ah oui, je pense que oui. On est dans un village où il fait bon vivre. Ça, la plupart des habitants le reconnaissent bien volontiers. Il faut quand même qu'on continue les efforts énergétiques, effectivement, et puis l'aménagement. Pour continuer à améliorer le cadre de vie. Mais, il y a toujours des choses à faire. Tout à fait. Et j'en ai pas parlé. La cascade de Tendon, on a engagé aussi une étude pour l'amélioration de l'accès à la cascade de Tendon, qui est problématique. On a beaucoup de visiteurs, beaucoup trop par rapport à la capacité d'accueil de ce site naturel fragile. Donc on a la volonté de réglementer un petit peu l'accès, pour faire simple, de mettre des parkings un petit peu déportés, quoi. Et faire des accès, promenades ou des choses comme ça. Pour réussir à conserver ce site c'est ça. Dans la durée, bien évidemment. On parlait de services tout à l'heure, on parlait de l'école, d'autres services qui sont importants et dont on parle beaucoup, notamment en ruralité, c'est les services de santé. Ici, on ne peut pas parler des certifications médicales. Non. Finalement, vous êtes vraiment un ovni dans le secteur. Oui, c'est vrai. On a la chance d'avoir 2 médecins. Donc on a aussi engagé des frais, on avait fait des locaux, on leur a mis à disposition des locaux communaux pour les accueillir. On savait que notre médecin de campagne allait partir en retraite, donc on a un petit peu anticipé le besoin. On a en parallèle de ça des fonctions, on va dire libérales, avec des infirmières, des kinésithérapeutes, etc., qui complètent l'offre aussi. C'est très important pour nous de continuer
à mettre en place des structures pour les accueillir. Ouais. Mais écoutez, on va suivre tout ça. Alors merci beaucoup Alexis pour votre accueil merci ici à vous, ouais. au Tauly. Nous partons maintenant à la rencontre de Nicolas Bérard dans son jardin, chapeau de paille et bottes de pluie. Ce jardin, c'est un projet de vie, celui d'une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, chapeau de paille et bottes de pluie est géré par Nicolas Bérard. Rencontre. Nicolas, merci de nous accueillir à Chapeau de paille et bottes de pluie. Ce projet, c'est le projet d'une deuxième vie en quelque sorte, une reconversion professionnelle il y a un peu moins de 10 ans, c'est ça? Oui, en effet. Alors, nous, avec ma conjointe, on est originaire d'Alsace. On a vécu 20 ans en région parisienne pour des raisons professionnelles. Donc on est plutôt des citadins. On a souhaité se rapprocher de la nature, être plus proche des valeurs qu'on portait. Et donc on a choisi de s'installer dans les Vosges pour se rapprocher de notre Alsace natale et de nos familles respectives et de nos amis. Vous installez au Tauly, vous décidez de développer un jardin dans un lieu où il y avait déjà, où il y a toujours eu une activité agricole. Hein. Oui, c'est bien ça. Oui. Alors, effectivement, nous on cherchait une activité en lien avec l'environnement, la nature, pourquoi pas l'agriculture, puisqu'on s'intéressait déjà beaucoup à la permaculture à l'époque, et puis à ce qu'on mangeait. Il se trouve que ce lieu-là, ici, Froidefontaine, était une ferme qui cultivait des plantes aromatiques et médicinales, et même des fleurs aussi, qui faisaient des fleurs séchées à une époque. Et alors quand on a racheté la propriété, les anciens propriétaires étaient partis depuis 2-3 ans, donc c'était une pâture. Mais finalement, voilà, on a relancé des cultures qui étaient déjà existantes. Alors beaucoup de travail depuis, on le voit, vous avez planté des arbres, fait beaucoup de choses. L'objectif, plantes médicinales, petits fruits, qu'est-ce que vous faites? Alors principalement effectivement des plantes aromatiques et médicinales et un petit peu de petits fruits qu'on espère pouvoir aussi développer. Après on est dans une zone montagne, 700 mètres d'altitude, donc voilà, avec les contraintes de l'agriculture de montagne, donc on n'a pas non plus un panel de cultures possibles infini. Alors on l'a entendu, vous avez dit que vous avez fait le choix de la permaculture, vous êtes en agriculture biologique, ça va souvent de pair. Pourquoi vous avez fait le choix de la permaculture tout d'abord? Alors déjà parce que c'est ce qui nous a amené, nous, à nous intéresser à l'agriculture. C'est par le biais et le prisme de la permaculture. Au départ, on pense que, enfin, on a toujours l'image des cultures sur but, etc. Donc on a commencé par ça, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était bien plus vaste que ça. C'était vraiment presque une philosophie de vie. Si on rappelait les grands principes de la permaculture, sans perdre tout le monde, de manière très simple, ça passe par quoi? Il y a des 3 valeurs fortes, on va dire, qui sont prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme, et ensuite produire et partager les richesses. Voilà, donc un petit peu à l'opposé du monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc ce sont des valeurs assez fortes. Et après, il y a un certain nombre de principes, donc je ne vais pas tous les énumérer parce que c'est un petit peu long, mais qui s'appliquent pas seulement au jardin ou à l'agriculture, mais qui peut s'appliquer dans sa vie personnelle, en architecture, même on parle de permaculture humaine, etc. Donc c'est un vaste concept. Mais disons, si on revient à l'agriculture, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie. Voilà, c'est de comment cultiver en fonctionnant avec le vivant, en mettant en place des systèmes résilients qui permettent voilà, de laisser un environnement et un héritage correct à nos enfants. C'est une philosophie globale, la permaculture. Complètement, oui. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici et qu'est-ce qu'on en fait? Tout ce qu'on produit sur la ferme, mais aussi toutes les cueillettes qu'on fait en milieu naturel, parce que ça représente une part qui n'est pas négligeable, est transformée à la ferme, principalement donc dans des produits plutôt alimentaires pour le coup. Tisane, gelée de fleurs, sirop de fleurs. On fait aussi quelques confitures où on associe des plantes aromatiques avec des fruits, des petits fruits notamment. Et puis on a aussi quelques condiments et on travaille sur une gamme d'infusions glacées, voilà, pour pouvoir bénéficier des bienfaits des plantes hiver comme été. Alors 10 ans à peu près dans cette activité, quel est le bilan que vous faites, quel est le constat que vous faites aussi par rapport au changement climatique, on parle beaucoup de dérèglement climatique, comment on s'adapte, comment on fait aujourd'hui pour encore avoir un jardin dans ces conditions-là? C'est surtout, on essaye d'anticiper au maximum, notamment par rapport à l'eau. Qui est essentielle, nous on est dépendant uniquement d'une source, donc voilà, on essaye de réfléchir à comment faire en sorte d'utiliser moins d'eau. Vous avez vu qu'on a une grande marque qu'on vient de créer, qui va nous permettre d'avoir une réserve d'eau supplémentaire. Donc j'aurais tendance à dire que vraiment l'eau, ça va être la question essentielle à l'avenir.
Alors les perspectives justement, comment on va évoluer? Est-ce qu'il y a des envies de changement, d'évolution pour Chapeau de paille et bottes de pluie? Parmi les projets qu'on a depuis le début et qu'on n'a pas encore réussi à mettre en œuvre, c'est l'accueil du public. Parce que nous, on a toujours souhaité paysager le jardin. Parce que d'abord, on avait envie, nous, de travailler dans un jardin qui soit beau, voilà, parce que ça fait du bien de travailler dans un bel endroit. Donc on a cette dimension paysagère au jardin qu'on essaye de mettre en œuvre. Et on a envie de partager, voilà, ce jardin et donc de l'ouvrir au public. Donc ça fait partie effectivement des projets. Alors, ça demande du temps, sans doute quelques investissements supplémentaires. Donc on a la chance d'avoir notre fils qui souhaite nous rejoindre sur le projet. Donc ça, c'est aussi une aventure familiale. Oui, une aventure familiale qui est plutôt chouette à vivre. Donc on va travailler sur ces aspects-là et puis développer plein de produits, de nouveaux produits. Alors, il y a déjà eu une petite ouverture, en tout cas on a déjà pu le voir dans le jardin, dans le cadre du festival Résonance. Il y a déjà cette dimension sociale, culturelle. Vous aviez accueilli un concert et vous allez en accueillir un de nouveau. Tout à fait, oui. Alors le festival Résonance, on peut dire, sans être prétentieux, l'idée a germé ici dans nos jardins après un premier concert qui a eu lieu en 2020. Et puis on a accueilli effectivement des concerts les années suivantes. Et on va reprendre les concerts, toujours dans cette idée, de cette perspective d'ouvrir le jardin au public, avec un concert avec Stan Duguay, à nouveau, accompagné d'Akram, violoncelle et oud. Ce sera au mois de juillet. Ça sera au mois de juillet, fin juillet, le 24 ou le 25, la date n'est pas encore tout à fait arrêtée. Eh bien, écoutez, on reviendra alors. Merci beaucoup Nicolas pour votre accueil. Nous continuons notre découverte de la commune, direction la charcuterie Pierrat. L'entreprise Pierrat est une institution, un fleuron du terroir depuis de nombreuses années. Stéphanie a pris la suite de son papa et représente la 4e génération. Elle s'attelle chaque jour à poursuivre le développement de cette charcuterie emblématique dans notre département. Stéphanie, merci de nous accueillir. Nous sommes ici à la charcuterie Pierrat, une maison emblématique sur le territoire, bien évidemment. Une histoire familiale très riche, la maison Pierrat, Stéphanie. Oui, une histoire riche et une véritable histoire de famille, donc, comme il y en a peu encore en France aujourd'hui. 1892, les débuts? Exactement, donc la charcuterie Pierrat, la naissance de l'entreprise, c'est 1892 à Gérardmer. Mes arrière-grands-parents étaient des éleveurs, agriculteurs. Et donc, ma foi, voilà, au fil du temps, il y a eu beaucoup de choses jusqu'à les guerres mondiales, ça a été bombardé, ils ont recommencé. Enfin voilà, donc vraiment une histoire de famille dont on pourrait tirer un film d'ailleurs, tellement c'est riche en événements. Mon papa, quant à lui, a intégré l'entreprise dans les années 60 et en 1985, il a déménagé l'entreprise à Jussarru, un petit village qui est entre Granges-sur-Vologne et Bruyères. Nous sommes restés à Jussarru de 1985 à 2010. Où là, moi j'ai mis le turbo et créé ce magnifique lieu. Donc 2010, vous êtes ici au Tauly. Comment on fait vivre cet héritage, Stéphanie? C'est une certaine pression tout de même? Oui, c'est une pression, hein, ça c'est clair qu'il faut pas se louper, mais en même temps, on est riche de cet héritage. Donc c'est ce qui donne aussi la force et le courage d'avancer et de faire bouger les lignes et de faire des choses. Donc à la fois compliqué, mais à la fois ça donne vraiment le boost nécessaire pour faire avancer l'entreprise. Vous êtes la 4e génération. Comment elle a évolué en termes de salariés? Au début, j'imagine que c'était votre arrière-grand-père, vous le disiez, qui était agriculteur-éleveur. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est passé vraiment de quelques salariés, mes arrière-grands-parents, mon grand-père. Papa, en 1985, quand il a emménagé à Jussarru, il y avait 7 personnes. Quand on est arrivé ici en 2010 au Tauly, on était 28 personnes. Et aujourd'hui, entre toutes les personnes de la charcuterie Pierrat, de la boutique, les fonctions support, tous les responsables, au total, ça fait une soixantaine de salariés. Voilà. Une entreprise qui pèse dans le paysage économique vosgien et du secteur bien évidemment. Le chiffre d'affaires de la charcuterie Pierrat? La charcuterie Pierrat fait à peu près un chiffre d'affaires d'environ, pas tout à fait, mais presque 10 millions d'euros. Et une chose qui est importante aussi, c'est que quand on dit qu'on a une soixantaine de salariés, il faut comprendre aussi qu'on travaille, on utilise les services de plein d'entreprises autour de nous. Donc au final, pour avoir fait un petit peu une étude il y a quelques années, l'entreprise fait vivre à peu près 250 personnes en emploi induit. Donc moi je trouve ça magnifique aussi de pouvoir faire travailler des gens autour de nous. Le fumet des Vosges, c'est forcément l'une de vos signatures, hein. C'est pour ça qu'on vous connaît aussi. Qu'est-ce qui fait sa particularité à ce fumet des Vosges alors ici? Alors oui, ça vraiment, la charcuterie Pierrat, c'est vraiment notre signature effectivement. Déjà la particularité, vraiment la spécificité de chez nous, c'est que nous on a toujours fumé nos produits et spécifiquement à la sciure de sapin.
et sciure de sapin des Vosges. Et de tout temps, à Gérardmer, eh bien, mon arrière-grand-père, mon grand-père s'approvisionnait en sciure de sapin à Gérardmer. À Jussarus, on avait la chance d'avoir une scierie juste en face de nous. Et depuis 2010, ça c'était un critère aussi, bien sûr, pour trouver où s'installer. Et effectivement, le bonheur qu'on a, c'est qu'on a la scierie Gravier, des gens absolument charmants, qui sont en face de nous et qui nous fournissent depuis 2010 en sciure de sapin. Comment on fait aujourd'hui pour conjuguer à la fois ce côté artisanal, ce côté tradition artisanale, avec les exigences modernes, avec le besoin de toujours produire plus et puis de pouvoir approvisionner tous les points de vente que vous avez? C'est un challenge du quotidien. Donc on a des objectifs, on se fixe aussi quand on a des souhaits de modifier ou innover. Donc tout ça, on essaye de l'écrire et de se tenir pour avoir une ligne de conduite et un chemin. On se cale aussi bien évidemment sur ce que souhaitent aujourd'hui les consommateurs. Ça c'est très important. Un exemple, en une vingtaine d'années, le taux de sel, par exemple, pour saler toutes nos salaisons, nos produits fumés et toute la charcuterie, a énormément baissé. On mange tous moins salé, c'est une certitude. On essaie d'être vigilant quant aux additifs qu'on utilise, mais à un moment, on est contraint aussi par rapport à la conservation des produits. On ne peut pas ne rien mettre, ça n'est pas possible, de par notre typologie de clients, où il faut que nos produits aient une durée de vie importante. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont obligatoires. Combien de références vous avez aujourd'hui à la charcuterie Pierrat? Alors c'est ce qui fait notre force et notre faiblesse. La charcuterie Pierrat, aujourd'hui, on fabrique plus d'une centaine, largement une centaine de références de produits de charcuterie différents. Et chacun de ces produits, enfin une partie, peut se décliner en des produits qui sont sous vide en entier, en demi, en tranchés, en morceaux. Donc ce qui fait qu'au total, on a plus de 250 références de produits. Vous parliez tout à l'heure d'approvisionnement pour la sciure, pour le sapin, donc on voit qu'on est dans le local au maximum. Pour la viande, etc., comment vous faites? On travaille 100% de porc français, exclusivement, et à l'intérieur de ces 100%, on est à peu près à 70%, environ 60-70%, avec des approvisionnements majoritairement du Grand Est, mais aussi de Franche-Comté. Vos produits ont de nombreuses fois été récompensés, labellisés aussi. Je vois la Bien Vosges Terroir notamment, les médailles au Salon de l'Agriculture. Pour vous, c'est important cette reconnaissance du travail bien fait? Alors oui, c'est vraiment important. Peut-être si on peut parler du label Je vois la Bien Vosges Terroir maintenant. Pour nous, c'est important parce que vraiment, c'est un marqueur sur le fait que les produits et l'entreprise est vraiment une entreprise vosgienne. Et voilà, donc ça, c'est notre identité forte, donc oui. Et à côté de ça, eh bien, on essaye régulièrement, notamment le concours général agricole. Ça, c'est le Graal, dans le sens où je pense que pour les consommateurs, un produit quel que soit le produit d'ailleurs, qui est médaillé au concours général agricole, c'est une reconnaissance, c'est un logo qui est connu des consommateurs. Donc fatalement, quand on a la chance d'avoir des médailles, oui, c'est vraiment un plus, effectivement, sur la reconnaissance de la qualité du produit. Et donc, voilà, c'est toujours une vraie fierté. Alors on est dans la boutique, votre point de vente, unique point de vente que vous tenez, que les équipes tiennent. Sinon, après, c'est restaurant, magasin? Nous travaillons beaucoup avec la grande distribution. Et à côté de ça, nous travaillons aussi avec des grossistes qui distribuent nos produits et également des restaurateurs, épiceries fines. Des traiteurs aussi, voilà. Donc on a un panel qui est assez large, mais avec la grande distribution, toute enseigne confondue, pour un peu plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Écoutez, on vous souhaite une bonne continuation en tous les cas. Merci beaucoup Stéphanie Merci à vous pour votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de notre émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.